Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous avez sûrement dû, en voguant dans les méandres du web, tomber sur une image d'un calcul simpliste au premier abord dont on vous demande de trouver le résultat. Peut-être même avez-vous pu assister dans les commentaires à des personnes se déchirant sur la réponse correcte à ce calcul de niveau primaire. Comment les mathématiques, matière qui ne laisse pas de place à l'interprétation du résultat qui est soit juste, soit faux, peuvent être le théâtre de discussions endiablées sur la bonne réponse d'un calcul aussi basique. Eh bien, c'est car ces calculs, en apparence basiques justement, recourent de manière implicite à une règle de calcul que peu de gens pensent à utiliser, les priorités opératoires. Je vous propose donc dans cet épisode de revenir quelque peu sur l'histoire des mathématiques afin de comprendre les problèmes qui ont motivé leur création, ainsi que la logique se cachant derrière quelque chose qui pourrait sembler totalement arbitraire. L'erreur de base dans les calculs faisant appel aux priorités opératoires est de lire ce dernier comme on lirait un texte. Ainsi, en le parcourant de la gauche vers la droite et en calculant à chaque étape le résultat que l'on utilise pour le calcul suivant, il est quasiment impossible d'obtenir le bon résultat. Pourtant, si la gestion d'un calcul de la gauche vers la droite est correcte, puisque c'est celui que nous utilisons dès que nous devons effectuer une opération, l'étendre au cas de plusieurs opérations n'est pas si trivial qu'il peut paraître. Commençons déjà par revenir sur l'ordre de ces priorités. Afin de retenir facilement cet ordre, nous allons faire appel à un animal qui incarne à la perfection la mignonitude. Plus fort que les loutres ou même les chats, je veux bien sûr parler du panda. Regardez-moi si c'est pas tout choupi. Alors, en quoi le panda va-t-il nous aider ? Eh bien, ce n'est pas le panda lui-même, mais plutôt sa version mathématique, panda, P-E-M-D-A-S. Ce mot est l'anagramme de l'ordre de nos priorités, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition et soustraction. Plus un mot est écrit haut, plus il a une priorité importante, et inversement. Cela signifie que la priorité absolue dans un calcul revient à ce qui est écrit à l'intérieur des parenthèses. Suivent ensuite les exposants, que l'on appelle également puissance, qui représentent une écriture condensée des multiplications et divisions répétitives. Si jamais vous ne savez pas ce que sont les puissances, je vous renvoie à ma vidéo qui explique leur origine. Viennent ensuite la multiplication et les divisions qui ont en réalité le même niveau de priorité. Si vous avez un calcul comportant uniquement des multiplications et divisions, c'est alors le sens de la lecture qui va déterminer l'ordre des calculs à effectuer. Et enfin, tout en bas de cette liste, nous avons les additions et soustractions qui ont le niveau de priorité le plus bas. Là encore, si vous vous retrouvez face à un calcul comportant uniquement des additions et des soustractions, ces calculs devront être effectués dans l'ordre de la lecture. Se pose alors la question ultime, pourquoi ces priorités existent-elles ? La raison est imputable à l'écriture symbolique en mathématiques. Dans l'Antiquité, 2 plus 3 fois 4 s'écrivait alors en toutes lettres, ajoute 2 au résultat de la multiplication de 3 par 4. Il n'y avait alors aucune ambiguïté possible sur le résultat à atteindre puisque l'instruction était claire. Effectuer la multiplication de 3 par 4 qui nous donne 12 avant d'ajouter 2 pour obtenir 14. Nous avons déjà vu précédemment l'origine de certains symboles que nous utilisons en mathématiques qui ont été intégrés afin d'alléger le calcul. Le souci avec cette écriture symbolique, c'est qu'un doute peut subsister quant au véritable calcul qui devrait être effectué. C'est pour cela que les priorités ont été introduites, mais elles ne sortent pas de n'importe où. Pour les expliquer, nous allons commencer par les priorités les plus basses, puis remonter petit à petit. Comme nous l'avons dit, l'addition et la soustraction possèdent le degré de priorité le plus bas. Cela vient du fait que l'addition et la soustraction, si nous les distinguons dans les faits, peuvent être vues de façon simplifiée comme une seule opération allant dans deux sens différents. Pour s'affranchir de tout problème que pourraient représenter les symboles, nous allons donc nous affranchir de ces derniers, et pour les opérations, nous allons voir ce qu'il va se passer. La conséquence est que nous ne pouvons travailler qu'avec des nombres naturels, mais la logique que nous allons trouver peut néanmoins s'étendre à tous les autres nombres. Le but de tout calcul peut être envisagé comme la nécessité d'aligner tous les points afin de les compter. Ainsi, pour effectuer 7 plus 5, nous allons dessiner d'un côté 7 points et de l'autre 5 points, et les aligner ensemble pour les compter. Ce travail ne devrait pas être trop difficile, et nous allons trouver qu'il y a 12 points. A l'inverse, pour effectuer la soustraction 7 moins 5, il nous suffit d'aligner 7 points, puis d'en retirer 5 initiaux, et de compter ceux restants, qui vont être au nombre de 2. L'addition et la soustraction se font donc bien de façon similaire, mais dans des sens opposés. C'est donc ce qui explique que l'addition et la soustraction aient la même priorité opératoire. Passons maintenant à la multiplication. Au cas où cela ne serait pas évident pour vous, la multiplication est l'écriture compacte d'une addition répétitive. Pour expliciter cette répétitivité, nous allons voir comment nous pouvons représenter la multiplication de 3 fois 4. Nous allons commencer par créer une ligne de 3 points, que l'on va ensuite copier 4 fois pour créer un rectangle. Ce rectangle est donc composé de 3 colonnes et de 4 lignes, et en alignant tous ces points par paquet de 3, nous trouvons bien qu'il y a 4 paquets,
Ce qui nous donne donc 12 points qui est bien le résultat attendu pour la multiplication de 3 par 4. A l'inverse, pour expliciter que la division est une répétitivité de la soustraction, nous allons, sur la division de 15 par 5, commencer par représenter 15 points. Nous allons ensuite à chaque fois séparer ces points par paquet de 5, et il ne nous reste plus qu'à compter le nombre de paquets différents, qui est ici au nombre de 3, qui correspond donc bien au résultat attendu de la division de 15 par 5. C'est donc pour cette raison que la multiplication et la division ont une priorité supérieure à l'addition et à la soustraction, ces dernières étant des versions compactes répétitives. Pour connaître le résultat d'une multiplication ou d'une division, nous sommes donc forcés d'effectuer une manipulation en amont afin de savoir combien de points il faut placer sur la ligne pour obtenir le résultat. Passons maintenant aux exposants, également appelés puissances. Comme nous l'avions déjà abordé dans une précédente vidéo, l'exposant est une écriture compacte de la multiplication répétitive, au même titre que la multiplication est l'écriture compacte de l'addition répétitive. Si la multiplication peut être représentée en 2 dimensions par un rectangle dont il faut déterminer le nombre de points servant à la composer, alors représenter l'exposant peut rapidement s'avérer compliqué. En effet, pour un exposant 2, qui correspond donc à un nombre multiplié par lui-même, est équivalent à une multiplication. À la différence que la figure obtenue n'est non plus un rectangle, mais à chaque fois un carré. Pour un exposant 3, cela revient quant à lui à ajouter une 3e dimension, représentant ainsi une figure dont toutes les longueurs sont égales et qui s'avère être un cube. Si vous avez compris la logique, la puissance détermine la dimension de l'objet à utiliser pour connaître le résultat. Aller plus loin peut donc se représenter par des figures géométriques qui vont rapidement être difficiles à conceptualiser puisqu'elles vont faire appel à des hypercubes de dimension 4, 5, 6 ou même plus encore. Étant donné la complexité d'une telle représentation, nous n'allons pas représenter de grands exposants et nous contenter uniquement de petites valeurs. Néanmoins, il est possible de tricher légèrement avec les mathématiques si l'on veut aller au-delà de la 3e dimension. Il suffit pour cela de considérer que le cube que l'on a obtenu en dimension 3 est équivalent au point de dimension 1. Ainsi, il est possible de faire des lignes de cubes, des carrés de cubes ou des cubes de cubes pour représenter respectivement les dimensions 4, 5 et 6, et de continuer ainsi en considérant à chaque fois l'objet obtenu à la 3e étape comme l'objet unitaire utilisé à l'étape suivante. Si cela n'est pas très clair pour vous, ne vous inquiétez pas, l'illustration est assez simple, et nous allons voir ensemble comment représenter 3 puissance 4. Pour cela, nous allons procéder par étapes, en commençant par poser 3 points qui correspondent à 3 puissance 1. En multipliant cette ligne par 3, nous formons donc un carré qui correspond à 3 puissance 2. Puis en multipliant ce carré par lui-même 3 fois, nous allons obtenir un cube qui correspond à 3 puissance 3. Enfin, en alignant 3 cubes identiques, nous allons représenter 3 puissance 4. Néanmoins, tel que notre construction a été effectuée, nous savons que nous avons 3 cubes, composés chacun de 3 étages carrés, formés de 3 lignes et de 3 colonnes. En déconstruisant cela, nous arrivons donc à 3 cubes, fois 3 étages, fois 3 lignes, fois 3 colonnes, ce qui nous donne un total de 81 points. Si j'ai dit un peu plus tôt que l'exposant pouvait également représenter une division, notamment à l'aide d'exposants négatifs, je ne montrerai pas ce cas-ci, cependant n'oubliez pas que la représentation n'est là que pour visualiser une propriété mathématique. Notre exposant va donc avoir une priorité supérieure à la multiplication et à la division car c'est une écriture compacte de ces deux dernières opérations, nous forçant là encore à effectuer une manipulation en amont afin de comptabiliser le nombre de points que cela représente. Reste enfin notre priorité la plus importante, la parenthèse. Les expressions écrites entre parenthèses sont isolées du reste du calcul. Pour cela, le contenu de ces dernières doit être traité en priorité en respectant l'ordre établi dans cette délimitation. Car en effet, les parenthèses peuvent contenir des opérations, mais également d'autres parenthèses. Il faut donc pour effectuer correctement un calcul chercher le niveau de parenthésage le plus élevé afin de remonter l'ordre des priorités jusqu'à obtenir le résultat escompté. Néanmoins, pour améliorer la lisibilité des calculs, lorsqu'il y a beaucoup de parenthèses, ces dernières peuvent être remplacées alternativement par des crochets ou des accolades afin de savoir où commence et où s'arrête chaque délimitation. Car si jamais vous avez des expressions pleines de parenthèses successives, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à distinguer quelles sont les parenthèses ouvrantes et fermantes qui forment une paire. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les priorités opératoires ont été formulées lorsque l'écriture des calculs sous forme de phrases a commencé à être remplacée par l'écriture symbolique que nous utilisons quotidiennement. En effet, si l'écriture symbolique permet en très peu de symboles de représenter des calculs complexes, qui étaient normalement très longs à écrire sous forme de phrases, elle apporte néanmoins un nouveau problème. Car en effet, les phrases, bien que longues à écrire, ne laissaient aucun doute quant à l'ordre dans lequel le calcul devait être effectué, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour l'écriture symbolique. C'est donc à cette occasion que le besoin de créer des règles sur la priorité des opérations a vu le jour. Afin de lever toute ambiguïté en cas d'absence d'indication, une réflexion sur la signification des opérations a permis de déterminer l'ordre que nous connaissons aujourd'hui,
parenthèse exposant, multiplication et division qui ont le même niveau, et enfin addition et soustraction qui ont également le même niveau, formant l'anagramme PANDAS. Grâce à notre amateur de bambou, vous avez la certitude de ne plus jamais oublier le niveau de priorité dans les calculs. Mais l'on peut alors se poser une question légitime. Si la multiplication et la division sont des écritures compactes d'addition et de soustraction répétitive, et que l'exposant est une écriture compacte de multiplication et de division répétitive, qu'est-ce qui nous empêche de construire des puissances répétitives? Eh bien, en fait, rien du tout. En effet, l'anagramme Panda est une version simplifiée puisqu'il existe tout un tas d'autres opérations situées entre les parenthèses et l'exposant. C'est ainsi qu'est née dans les années 70 dans l'esprit du mathématicien et informaticien américain Donald Knuth l'idée d'une notation permettant de prolonger ces écritures compactes. Pour cela, il commence par remplacer l'écriture traditionnelle de l'exposant par une flèche pointant vers le haut. Ainsi, A puissance B devient A flèche B, qui correspond donc à A multiplié par lui-même B fois. Maintenant, si l'on ajoute une flèche, nous avons donc A double flèche B, qui correspond à A, etc. B fois. Cette tour d'exposant a été nommée tétration par le mathématicien britannique Reuben Gutstein, qui est une fusion de tétra pour 4 et de itération, puisqu'il s'agit de la 4e itération d'opérations répétitives après l'addition, la multiplication et l'exponentiation. Et on ne va pas se mentir, cela donne rapidement des valeurs monstrueuses qui dépassent de très loin les capacités des ordinateurs que nous utilisons. Puisque la tétration n'est pas une fin en soi, nous pouvons ajouter une 3e flèche afin de construire l'opération suivante, la pentation. Son préfixe penta signifie 5 en grec, explicite le fait qu'elle est construite sur des tétrations répétitives. Viennent ensuite l'hexation, l'heptation et ainsi de suite, mais nous allons laisser de côté toutes ces opérations qui se situeraient entre les parenthèses et l'exposant, qui sont légion et qui sont nommées des hyper-opérations. Dans la vie de tous les jours, les 6 priorités de base sont largement suffisantes pour résoudre tous les calculs que vous rencontrerez ou que vous pourrez voir popper ça et là sur les réseaux en attendant que vous tombiez dans le piège en donnant une mauvaise réponse. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant les priorités opératoires en mathématiques. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.